Quel plaisir de vous retrouver en ce nouveau lundi soir. Pour ceux qui étaient là dès le lancement de l'émission, j'avais oublié de remettre l'écran de pré-live. On nous a vu pendant une petite seconde à l'écran, excusez-moi. Mais voilà, on est bien là à l'heure à peu près. Je vois il y a du monde dans le chat, ça fait plaisir. Posez-vous, installez-vous confortablement. On est là pour une heure et quart en fonction de ce qu'on a à dire, même si on en rigolait, on en rigolait avant l'émission, mais on pourrait ne pas avoir grand-chose à dire dans cette émission vu le contenu du match, mais on va quand même s'attarder un petit peu sur ce match-là, sur ce qui s'est passé, surtout côté Auxerrois, vous le voyez, une équipe 100% Auxerrois ce soir, c'est de plus en plus récurrent, mais j'avoue que c'est de plus en plus compliqué de trouver des supporters adverses. Donc voilà, ce soir on est tous les trois. Et en plus, l'icône que vous voyez juste en bas de moi est un suiveur aussi de l'Olympique de Marseille, donc il va pouvoir mettre en parallèle un petit peu ce match-là avec le contexte marseillais et la dynamique, on va dire. L'icône, comment ça va ce soir? Ben écoute, ça va, hein, comme un lundi d'après-défaite, malheureusement. La fameuse défaite encourageante, on en a plus que l'habitude maintenant. Et ouais, ça fait longtemps quand même hein, qu'on n'avait pas perdu. Ça remonte à Rennes il y a quoi, il y a 3 ou 4 semaines. On avait Mm. enchaîné plutôt une bonne dynamique, surtout à l'extérieur, mais je crois que sur les 5 6 derniers matchs, on n'avait qu'une seule défaite avec 4 matchs nuls, une victoire, si je me trompe pas, contre Metz. Bah, c'était quand même pas si mal, on reviendra dessus. Là, encore une fois, c'est pas la catastrophe dans le contenu, mais le résultat n'y est pas. La défaite encourageante, le retour, même si là, on reviendrait à quand même un petit peu voilà, de quoi dire certaines choses un peu dans le négatif. Vous le voyez, pour compléter le trio serrois, c'est un retour. Cédric avait été là au match aller, justement. Je crois que c'était la même équipe au match aller. Comment ça va, Cédric? Ça va. Bah, je viens 2 fois de défaite, contre 2 fois contre l'OM. Mais bon, après, voilà, le match, on en parlera. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire d'hyper intéressant. Ouais, ouais, complètement. Promis, quand il y a une prochaine victoire, j'essaierai de penser à toi, Cédric. En tout cas, merci à vous, les gars. Allez, semaine prochaine. Semaine prochaine, ouais, semaine prochaine, ça va être tendu, mais on Je, espère, hein. je On suis espère. optimiste. On espère. Ce serait beau à la maison de prendre 3 points là. Ça mettrait bien dans la course au maintien. On va y revenir évidemment sur cette course au maintien. Dans le chat, installez-vous confortablement. On se fait plaisir de voir les fidèles. On va y aller sans plus tarder sur la petite mise en contexte. Qui connaît, si tu veux bien nous parler un petit peu de la JA au niveau compo, c'est de la continuité. Ouais, ouais, ben c'est ça, complètement de la continuité. Moi, j'avais juste le poste où j'avais un doute, c'était vu que Sinayoko était suspendu, je ne savais pas s'il allait mettre Mara, rester dans ce 4-4-2 hybride et mettre poste pour poste Mara à la place de Sina, ou passer dans une défense à 5 avec Namasso seul dans l'axe. Il a fait le choix de la continuité, pardon, alors que c'était pas si mal que ça. Mais on voit encore que même si la compo, moi sur le coup, j'étais satisfait de la compo honnêtement. Mais encore une fois, on voit que l'animation offensive, même avec Mara qui a un profil différent, et j'étais curieux de voir ce qu'il allait apporter de différent comparé à Sinayoko. Et on voit que même avec une animation, un profil pardon, différent, on voit que devant, on n'y arrive toujours pas. Je crois que de XG, on est à 0,30 ou 0,40, donc c'est quand même assez désastreux. Ouais, on reviendra après collectivement sur ce qu'a pêché, notamment sur le offensivement. Hein, tu l'as dit, il connaît l'animation. On disait que ça aurait pu peut-être évoluer avec Mara. On sait à quel point Sinaoko est important hein, pour l'attaque, gérer les transitions, même l'aspect technique hein, qu'il apporte. On sait qu'il a des contributions sur plus de 60% de nos buts, je crois. C'est une stat assez extraordinaire. Euh, Cédric, ouais, continuité avec Mara en neuf et finalement du coup Namasso qui reste un peu en soutien de l'attaquant même si finalement avec l'animation que ça a pris c'était plus retour à une défense à 5. Ah oui, complètement. On était complètement à 5, 4 milieux, et puis seulement Mara devant au final. Après, moi, j'étais plus surpris sur le côté droit. Je pensais pas que si allait jouer, je pensais plutôt que c'était Snaya. Moi, je préfère si, donc ça me va. Mais vu que les 2 derniers matchs, il avait fait jouer Senaya. Donc je m'attendais plus à Senaya, qui est censé être plus défensif. Après, voilà. Et malheureusement, on s'attendait à ce que ce soit Mara. En contre, c'est pas forcément ça. Il garde bien le ballon au pivot, mais bon. Après, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, on sait pas trop ce qu'il va en faire, quoi. Souvent pas Ouais, ouais. grand-chose. Ouais, ouais, t'as raison, on y reviendra.
on y reviendra individuellement. C'est vrai que ça a été un match plutôt compliqué quand même globalement pour Sekou Mara, même si moi j'ai quand même trouvé que c'était pas largement loin d'être son pire match, hein. On y reviendra. Mais honnêtement, il a quand même eu du boulot, il a quand même fait du bon boulot, notamment en première mi-temps. Juste sur le positionnement, enfin sur le choix, si c'est Naya, c'est vrai que j'en avais parlé la semaine dernière en émission, je disais que justement je voyais bien potentiellement, enfin peut-être s'il y avait continuité de Casimir sur le côté droit, tenter si, parce qu'on sait à quel point Casimir travaille pour son latéral, et on les a vus sur plusieurs situations permuter justement, presque Casimir venir en piston un peu, et si l'intérieur parfois, ou déborder sur le côté droit. Donc voilà, moi ça m'a pas tellement surpris cette titularisation de Si. Alors c'est vrai qu'il y avait eu Senaya sur les 2 derniers matchs, et là en plus tu te dis, bon, tu te déplaces à Marseille, il y avait volonté un peu de densifier, pourquoi pas. Enfin, voilà, après, quand on voit finalement Senaya sur le but marseillais, si on s'avance un petit peu dans le match, on y reviendra, mais voilà, la gestion du 1 contre 1, c'était pas extraordinaire, on va dire. Pas extraordinaire. Lyconnais, si tu veux bien nous parler un petit peu de l'OM, toi qui suis un peu l'OM, côté compo, est-ce qu'il y avait des choix forts? Est-ce qu'il y avait volonté de faire tourner, donner du temps de jeu? On sait que derrière, ça a été remanié, mais plus par défaut, par Habib Beye, avec les absences notamment de Léo Balerdi. Ouais, de l'absence notamment de Léo Balerdi. Et donc la titularisation de Egan Riley. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi la blessure de Haggard qui s'est fait opérer Ouais. d'une pubalgie. Après, sur la compo, pareil, dans la continuité aussi, à part, je pensais qu'Emerson allait être titulaire. Et il a finalement mis Medina latéral gauche. Après, ouais, Egan Riley, je pense qu'il était mis par défaut. Et accompagné par Pavard dans l'axe, qui a plutôt fait un match correct. Après, pour le reste, c'est du classique, hein, Paixão, Greenwood sur les côtés. Timber en rôle de meneur de jeu, plus ou moins. Et si pour moi, l'autre surprise aussi, c'était Aubameyang titulaire. J'aurais plus vu un Gouiri. Je pense qu'il aurait fait. Ça aurait été plus judicieux de la part de Bale. On a vu que quand il est rentré à l'heure de jeu, on a vu que l'animation offensive marseillaise a complètement changé. Après, le contexte marseillais, il est compliqué, un peu comme leur saison d'ailleurs. Bale est arrivé, c'est des résultats un petit peu en dents de scie. Il est arrivé, il a eu fessé contre Brest. Après, il y a eu une belle victoire contre Lyon, un petit peu au panache. Après, il y a eu l'élimination en Coupe de France. Et voilà. Puis après, la victoire contre Toulouse en championnat en guise de vengeance. Et après, ils ont enchaîné contre nous, malheureusement. Et on voit qu'à chaque fois, là, leurs 2 dernières victoires, c'est à chaque fois 1-0. Donc, on n'est plus sur le côté un peu, pour dire vulgairement, foufou de deux Zerbi. Voilà, B-Bay, c'est une autre approche. Il continue quand même de garder certaines choses qu'a mis De Zerbi en place, mais ça reste un coach beaucoup plus pragmatique. Il le dit lui-même après en après-match que forcément ils mettent beaucoup moins de buts, mais ils en prennent là sur les derniers matchs, ils en prennent pas, donc ils se basent là-dessus. Et le mot d'ordre de Bay depuis qu'il est arrivé, c'est l'intensité et mettre beaucoup plus de verticalité au fil des rencontres. Ouais, tout à fait, t'as raison. Je vois dans le chat que ça parle notamment de cette action qui a fait un peu polémique. Vous inquiétez pas, on y reviendra évidemment dans un second temps. Mais c'est vrai que tu parles d'intensité, l'Iconé. J'en parlais, enfin, on en parlait un peu en préambule, là, tous les trois avant. Je disais que voilà, il y avait de l'intensité, je trouve, surtout sur les phases arrêtées, on va dire, où je trouvais que c'était une équipe qui jouait très très rapidement quand il y avait le ballon qui sortait du terrain. Il y avait volonté de faire très peu d'arrêts de jeu, de coupures dans le jeu. Et je pense que c'est par ça qu'entend intensité finalement Habib Beye, parce que sur le terrain avec ballon, alors on a vu un bloc au Serrois qui a très bien coulissé, très bien défendu, qui a fait le travail, fort dans les duels aussi. Mais finalement, Cédric, quand le Marseille avait le ballon dans les 30 derniers mètres, assez peu de mouvement et pas très dangereux finalement, surtout en Non, ça première tournait mi-temps. pas mal. Ouais, en première mi-temps, c'était un néant des deux côtés, mais Marseille, pareil. Ça tournait beaucoup en rond. Pas mal de passes entre les défenseurs, Hojbjerg qui reculait. Mais en soi, on n'a pas vraiment été inquiété, à part une fois sur un contre de tête, je crois. Quelque chose comme ça. Mais sinon, match chiant pour le coup. Première mi-temps vraiment horrible. Et bon, après, ça nous a arrangé hein, sur le fond. Si on vient prendre un point, on était venu un peu pour ça avec le 5-4-1. Mais on a profité de Marseille et de son nom, enfin, du public qui n'a pas poussé non plus, donc qui n'a pas aidé. Donc ça aide aussi, et surtout dans un stade Vélodrome. Et c'est ce qui a fait que
personne s'est lancé devant au niveau des Marseillais. Personne a pris ses responsabilités. Donc, ça nous a bien aidé à maintenir ce 0-0 au moins la première mi-temps. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'était la volonté, hein. Pellissier l'avait plus ou moins dit en conférence de presse. Quand tu vois l'animation, le 5-4-1 qui était quand même bien dessiné sur les phases sans ballon, avec un bloc bas, hein, concrètement, c'était la volonté de faire le dos rond le plus longtemps possible et essayer de ramener un point. Je pense que le staff est relativement au clair de des qualités de l'effectif sur la partie offensive. Donc, on savait que ce serait très compliqué d'aller marquer un but. Donc, l'objectif, c'était de ne pas encaisser. On viendra après sur, même si là on a un peu fait de la performance collective, mais Liconé, moi c'est vrai que Cédric l'a dit, le stade au Vélodrome, enfin le Vélodrome poussait pas en première mi-temps et c'est quand même, on sait à quel point ça peut être important pour les joueurs et enfin voilà, pour l'environnement, pour la tournure des matchs qu'un stade comme le Vélodrome puisse pousser. Toi qui suis quand même la GIA et l'OM, j'aimerais que enfin qu'on fasse un parallèle entre cet aspect paradoxal d'un club troisième de Ligue 1, qui vit une saison cauchemardesque avec changement d'entraîneur, élimination en Ligue des Champions sur un but du gardien, élimination en Coupe de France. Enfin, je veux dire, voilà, effectivement, le climat à Marseille est quand même ultra tendu jusqu'à une grève des supporters sur la première période. Euh, Quand à Auxerre, 16e de Ligue 1, tout proche de la descente directe, qui se bat pour le barrage, tu vois que ça continue dans les tribunes. Alors évidemment, le parallèle il est très facile, hein. Je mets aussi en parallèle les attentes de chacun des clubs, les budgets, les attentes, l'environnement, etc. Comment toi tu vois un peu tout ça? Est-ce que alors à Marseille il y a un peu un côté habituel, presque structurel, j'ai envie de dire, quasiment chaque saison, il y a un moment où une situation comme celle qui est arrivée vendredi soir arrive. En fait, moi, il y a un truc qui me fascinera toujours dans le club qui est l'Olympique de Marseille, c'est la capacité à se mettre le feu tout seul. C'est une folie. Chaque saison, il se passe des choses comme ça. Là, je pense que là, ils ont battu pas mal de records entre les buts pris dans le temps additionnel. Je pense que tu fais le calcul de points qu'ils ont perdu dans le temps additionnel. Je pense qu'ils sont pas loin de la première place. Ouais, Tu l'as parlé. je crois qu'il y avait Pardon. excuse-moi de te couper, mais je crois qu'il y avait un cette stat qui était sorti justement des buts dans le temps additionnel. Je crois qu'ils étaient quasiment leaders, voire leaders de Ligue 1. Ouais, ils ont dû perdre 8 points, je crois, sur l'ensemble de la saison, dans le temps additionnel, ce qui est quand même assez énorme. Et voilà, ce que je disais, la capacité à se mettre le feu tout seul. Alors déjà, alors ça remonte à loin. En tout début de saison, il y a eu le cas Rabiot, déjà qui a pas aidé, tu partais sur des bases plutôt saines, j'ai envie de dire, avec un milieu de terrain quand même plutôt bien renforcé. Donc après, il y a eu le départ de Rabiot, ça fait venir des milieux de terrain dans tous les sens. Tu en as la moitié qui sont partis au mercato d'hiver. Le départ de Murillo, j'ai pas compris, et c'est se mettre dans la merde tout seul parce que à part Ouéa à droite, maintenant t'as plus personne. Après voilà, en Ligue des Champions, ça a été lunaire comme situation. Le match contre Bruges, waouh. Puis voilà, après, il y a eu cette claque contre le Paris Saint-Germain. Il y a eu aussi le match des trophées des champions, Ouais. où si Aubameyang est un peu plus c'est pas méchant ce que je dis, mais s'il est un peu plus intelligent sur le coup, il garde le ballon vers le poteau de corner, il gagne le temps et hop, c'est fini. Et Marseille va remporter un trophée qu'ils attendent depuis X années. Et après, voilà, donc suite à ça, il y a le départ de De Zerbi, le faux départ de Benassia qui est revenu comme un boomerang, le départ de Longoria. Donc, ouais, après, je comprends les supporters. Mais honnêtement, je ne pensais pas qu'ils allaient faire une grève aussi longue parce que ça a quand même duré une mi-temps. Et là où j'étais vachement surpris, alors des banderoles, oui, ça, je les comprends totalement et je suis même d'accord avec eux. Et voilà, même si la saison est ratée, on voit qu'il y a eu un tournant positif, c'est ce match contre Lyon, où au moment où Marseille est mené, Lyon est virtuellement à 8 points. Et au final, ils font une fin de match de folie. Et maintenant, à l'heure actuelle, et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils ont 2 points d'avance parce que Lyon a fait nul contre Le Havre. Donc, ils ont un petit, on ne va pas dire un matelas, mais une sorte de joker. Et donc, dans tous les cas, je pense que la saison, côté Marseille, ils vont tous la juger comme ratée. Après, le seul moyen de sauver la saison, c'était la Coupe de France et ça a été une désillusion totale. Là, ce qui reste maintenant, c'est la 3e place.
Donc la saison est catastrophique, mais si Marseille se qualifie en Ligue des Champions, on va dire qu'il limite la casse, mais pas plus. Non, non, mais j'entends tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à Lyon, il y a quand même eu des points de repris là, sur les dernières journées. Lyon a eu un mois de février, début de mois de mars très très compliqué. Lens aussi qui a perdu ce week-end. Donc, tu vois, finalement, Ouais, contre il Lorient, ouais. reste 9 journées, si je me trompe pas. Marseille peut encore aller chercher une troisième place qualificative directement en Ligue des Champions, voire mieux, hein. Enfin, avoir les dynamiques de chacun. Je vois mal Lens craquer là comme ça sur cette fin de saison, mais tu sais pas, je me rends pas compte exactement à combien se trouve Marseille du Racing Club de Lens là aujourd'hui. 7 points, je crois. Il me semble qu'il y a 7 points d'écart. 7 points, ouais, tout à fait, c'est ça, 7 points, avec 2 points d'avance sur Lyon et une différence de but favorable. Bon, tu te dis ouais, il reste 9 matchs, 8 matchs, finalement c'est presque. Après aussi avoir le calendrier de Lens. Je l'ai pas en tête, mais en fonction je crois que Marseille a un calendrier plutôt serein, à part Lille et Monaco. Et à part ça, je crois que c'est des adversaires plutôt entre guillemets faciles, pas à la portée. Plus parce qu'on les connaît, ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais voilà, ils ont un calendrier favorable, contrairement à Lyon, contrairement à Lens. Lyon en plus qui va enchaîner la Coupe d'Europe. Il y a beaucoup de blessés, ils marquent un peu le pas. Donc, même la deuxième place, ça va être très compliqué, hein, mais sur un malentendu, si Marseille continue sur sa phase dynamique actuelle, à voir si la défaite de Lens ne va pas leur mettre un coup derrière la tête face à une belle équipe de Lorient. J'ai vu le match, j'ai trouvé que Lorient a fait un beau match, un match au courage. J'aime beaucoup cette équipe. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi, Lorient qui est assez séduisant finalement, un peu à notre image, je trouve, l'année dernière, qui arrive à faire des gros coups, etc., qui arrive à gagner des super matchs. Alors on le sait, la deuxième saison en Ligue 1 est toujours la plus difficile. Je dis dans le chat que Marseille surtout va falloir qu'ils battent Nantes et Metz. C'est vrai qu'il leur reste Nantes-Metz là jusqu'à la fin de saison. Et pour nous, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant, le plus important. En tout cas, va falloir que Marseille assure sur ces matchs-là. Euh, Cédric, si on parle un petit peu de la GIA, on a dit que ça avait été compliqué. Malgré tout, on peut souligner la rigueur défensive. On va dire qu'on parle du positif avant le négatif. Ouais, bah non, mais de toute façon, ça fait un moment que le bloc est bon. De toute façon, la charnière Oko Diomandé est satisfaisante, hein. Ouais. Franchement, pour le coup, elle fait du bien. Hopgard se réveille, enfin prend des initiatives. Donc, voilà, il fait du Hopgard, on va dire. C'est toujours un peu mitigé des fois, mais quand il prend des initiatives, bah, c'est bon. Et bah, avec Si qui est plutôt bon aussi en général. Donc, franchement, quand tu as ces quatre-là, déjà actuellement, bah, tu es plutôt bien. Mm. Akpa qui fait dans l'ensemble un match plutôt correct. Après, il a cette action où il glisse. À la base, il est quand même pas fautif, mais il glisse, donc, ce qui fait qu'il est un peu coupable quand même, parce que peut-être qu'il peut la sauver si jamais. Mais effectivement, les 5. Et puis, je trouve que depuis quelques mois, ce qui nous a fait beaucoup de bien aussi, c'est Owusu qui a retrouvé un niveau physique vraiment bon. On sent qu'il est présent du début à la fin. Alors, il fait pas tout bien, ça, on est d'accord. Mais par contre, défensivement, il est agressif, il est sur le porteur, il lâche rien. Et ça impulse aussi une dynamique pour tous les coéquipiers. Ça se voit. Plus que dans la parole, il est dans les actes et il va tacler, il va pousser, il va rien lâcher. Et ça donne aussi de l'envie, bah, comme un Diomandé ou Oko. Et du coup, ça fait que défensivement, on est quand même bien meilleur. Ouais, Et je suis c'est ce d'accord qui a avec toi. manqué, je pense, au départ. Parce que Wusu a pas mal été blessé au début de saison. Ouais. Et je pense qu'on a manqué de stabilité au milieu. Je suis d'accord avec toi, on l'avait mentionné la semaine dernière sur le débrief de Strasbourg, où on avait parlé de ses difficultés techniques. Voilà, c'est indéniable. Mais par contre, de son punch à la récupération et de l'énergie en fait qu'il mettait, de l'intensité qu'il mettait dans tous ses duels, dans tout ce qu'il avait envie enfin, dans tout ce qu'il entreprenait. Enfin voilà, c'était assez impressionnant la semaine dernière contre Strasbourg. C'est Monsieur Sapiens notamment qui est dans le chat que je salue qui nous en avait parlé. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant. Et encore là, on sait que physiquement, il est en place. Mais quand il est dans un bon niveau physique en plus, il est vraiment assez impressionnant. Euh, Assez impressionnant. Malgré tout, l'Iconé, réussir à faire le dos rond, c'est bien. Mais il y a cette action là sur le but, c'est presque un peu, enfin, je sais pas, tu sens qu'il y a il y a un saut de concentration et tout le bloc est déséquilibré. Justement, on parle de Owusu. Owusu sort très vite sur le porteur de ballon. Fèvre fait un déplacement un peu aléatoire pour essayer de compenser dans l'axe.
il y a cette, cette chute, on va dire, d'Akpa dans la surface. Enfin, voilà, tu sens que après 75 minutes d'ultra concentration où chacun s'est tenu à sa tâche, à ses consignes, etc. Là, il y a ce petit saut de concentration et Marseille l'exploite directement. Ouais, ben moi, ça me rappelle, et j'en parlais avec mon père aussi, quand j'ai vu la physionomie du match au fur et à mesure, je sais pas pourquoi, ça sent le match un peu comme face au PSG, où tu fais un match hyper sérieux, pareil, tu fais le dos rond, mais c'est normal face à une équipe comme le PSG ou comme l'Olympique de Marseille, ce qui est totalement normal. Tu fais un match appliqué, tu te loupes une fois, et contre ces équipes-là, ben, malheureusement, tu le payes cash. Toi, il te faut 50 occasions pour en marquer une et encore. Eux, tu leur laisses ça, boum, ça fait ficelle. Donc, on se fait punir et malheureusement, on n'apprend pas de ces erreurs-là. Alors, je ne dis pas que les joueurs ont baissé les bras, mais en fait, c'est une faute d'inattention. Je pense qu'ils ont tellement donné que sur la fin, ils ont mis tellement d'intensité en première que forcément, au fur et à mesure du match, tu perds en intensité. Et après, sur le banc, tu n'as peut-être pas forcément. Et on sait que Pélissier, en plus, fait ses changements plutôt tardivement. Donc, ça aide pas non plus à mettre du 109 et à porter un plus d'intensité au moment où les 11 qui sont sur le terrain commencent à lever un peu le pied physiquement, tant ils ont donné en première période. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, on parle de 109, ça me permet de faire le parallèle avec le chat. Je vois que Monsieur Sapiens et Mich discutent des absents à l'entraînement. Aujourd'hui, pour information, il y avait donc les blessés El Azouzi, Koulibaly qui n'étaient pas là. Théo Persin était en salle, apparemment. Et Mensa était aussi absent de l'entraînement, sachant que j'avais eu l'info samedi soir que Mensa s'était pas blessé à l'échauffement, mais il y avait un peu ce truc de dernier moment où il pouvait pas prendre part au match. Alors, je pense pas que ça ait changé les choses dans la compo, parce que je pense qu'on serait parti à peu près sur ça avec Hopgard, là, quand enchaîne les très bons matchs, on y reviendra, mais c'était prévu pour qu'il soit titulaire. Mais voilà, il y a peut-être une petite faiblesse, un petit problème. Je vois que Mich parle des adducteurs apparemment pour, euh, pour Gideon Mensa, pardon. Donc à voir s'il peut revenir pour le match prochain, parce que tu te dis le banc sans Mensa, là t'avais Sinayoko en moins, tu te dis en fait t'as vraiment en joueur on va dire pro, quasiment personne quoi. Là tu te déplaces à Marseille avec Rodin, avec Zadi, avec plein de jeunes joueurs. Bon en plus pour la récupération, pour la petite anecdote, les joueurs ont fini par rentrer en minibus au milieu de Ah la oui, nuit. oui, j'ai vu, ouais. Donc pour la récupération, je pense que ça n'optimise absolument rien pour couronner le tout. Mais voilà, c'est vrai que Monsieur Sapiens, Mich dit dans le chat, va-t-on un jour pouvoir aligner Danois, El Azouzi, Fèvre, Sinayoko, Namasso, voilà des joueurs où tu te dis, bon, techniquement, il y a ce petit truc en plus, tu peux commencer à combiner au milieu de terrain, etc., jouer dans les petits espaces. Tu te dis que ça arrivera jamais. La Zouzi est relativement faible. Fèvre revenait là, mais on sait que physiquement, quand il est arrivé en janvier, c'était déjà très compliqué. Il s'est blessé un petit coup. Là, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'il n'a pas joué. Et on est déjà le 15 mars. En gros, sa saison est terminée à Romain Fèvre. Donc, euh, en tout cas, il ne reviendra pas à un niveau physique convenable. Et c'est ça qui nous est préjudiciable parce que il a peut-être 10 minutes correctes à offrir, mais c'est compliqué de pouvoir compter sur des joueurs qui ne peuvent offrir que 10 minutes. On l'a eu sur sa titularisation, je sais plus contre qui c'était. C'était il y a 3-4 matchs, non, non, plus que ça d'ailleurs, parce que c'était avant qu'il se blesse. Je me rappelle plus contre qui c'était sa titularisation, mais on avait vu que ça avait été vraiment compliqué pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour lui. Euh, voilà, messieurs, sur le côté Auxerre, on a parlé un petit peu de Marseille avec Cédric, avec toi, Liconé, on en a parlé un petit peu. Euh, Quand même, sur l'aspect négatif, Cédric, on peut pas ne pas noter la faiblesse de nos transitions, la faiblesse de notre jeu offensif. Alors, on en parlait, l'absence de Sinayoko est ultra préjudiciable. Quand il est pas là, ça se voit tout de suite. Mais là, c'était vraiment très très compliqué sur le devant de l'attaque. Bah ouais, moi pareil, je regarde pas le match avec mon père, mais on discute beaucoup par rapport à ça parce que voilà. Et dans le match, je lui dis, mais en fait, si on a Sinayoko devant, on fait quelque chose. Là, avec Mara, alors pour le coup, il s'est battu, il a pas mal pris le ballon de la tête, il a fait quelques déviations, mais par contre, une fois qu'il a le ballon, c'est tous les mauvais choix et en fait, il a un gros problème. En plus, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup quand il était à Bordeaux. Il, voilà, c'est un vrai bon joueur, un bon jeune à la base. Il est parti en Angleterre. En fait, depuis, il est revenu, il a aucune explosivité. Il est là, tu sens qu'il a le ballon,
tu sens que techniquement, il a ce qu'il faut. Mais en fait, il est incapable de suivre le ballon. En fait, le problème, il fait son crochet à gauche, il va mettre 3 minutes à aller accéder au ballon. Le défenseur, il attend de le récupérer 2 fois. Donc, c'est ça qui est hyper frustrant. Et du coup, bah, il a malheureusement gâché beaucoup d'actions. Et ce qui est symptomatique, c'est un moment, Odegaard prend le ballon et il fait enfin même pas un appel, il court à sa gauche et en fait Odegaard va 2 fois plus vite que lui avec le ballon. Tu te dis bon bah d'accord. Comment tu veux faire une contre-attaque avec un joueur qui est pas capable de ça, quoi. Et même quand il a le ballon, il fait tous les mauvais choix. Donc c'était préjudiciable. Après tout n'est pas que de sa faute, hein, parce que on a aussi les collègues. Namasso, j'ai trouvé un peu faiblard aussi dans les transitions. Et j'ai eu l'impression, d'un point de vue collectif, c'est qu'il y avait certains joueurs qui appréhendaient un peu le match. Quand je vois Lamine Sy qui a eu des crampes à la 60e, Namasso, il a très vite baissé les chaussettes aussi. C'est pas des joueurs qui ont l'habitude de baisser de rythme dans le match en plus. Et là, tu sens qu'ils ont un peu peiné physiquement. Donc peut-être que mentalement, on était peut-être pas. On stressait un peu, on était un peu anxieux et je pense que ça a joué aussi sur nos transitions. Parce que c'est vrai qu'à droite, Casimir a fait plutôt un bon match et il a apporté certains en plus, notamment dans les transitions. Mais c'est vrai que c'était un peu faible. Odegaard était presque notre joueur le plus dangereux alors que c'est arrière gauche, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. On sent quand même Odegaard, on en parlera après sur le côté individuel, mais il prend confiance, il a envie d'aller de l'avant, etc. Je trouve justement, j'en parlais il y a quelques matchs que je trouvais ce joueur assez timoré finalement, il savait jamais trop comment, il était toujours un peu timide, jamais à se lâcher. Là, je trouve que de plus en plus, il prend confiance, mais c'est normal. Il engrange des minutes, du temps de jeu, on doit lui dire en off que il a la confiance du coach, la confiance du staff, donc évidemment que ça doit aider. Et le club doit aussi être content de devoir enchaîner parce que Mensah, là qui est blessé, va très sûrement partir à la fin de saison libre. On sait que son contrat se termine au 30 juin. Et on savait qu'Odegaard avait été recruté déjà l'hiver dernier, enfin pas l'hiver 25-26, mais l'hiver 24-25, pour pallier un potentiel départ de Mensah dont son contrat expirait fin 25. Il avait prolongé un an. Mais voilà, on va peut-être enfin voir la révélation de Frédéric Odegaard, on en parlera. L'Iconé Serré Cédric a souligné les difficultés de Mara, qui a quand même, je trouve, été important pour faire remonter le bloc en première mi-temps. Il a quand même, voilà, sa première mi-temps était pas catastrophique, honnêtement. J'ai trouvé que c'était pas la catastrophe, il était relativement propre. Après, c'est vrai qu'avec ballon, c'est toujours compliqué. Euh, Là, le plan de jeu, c'était clairement les transitions, et encore une fois, on voit que c'est difficile cette saison. Ouais, complètement. Je ne sais plus à quel moment du match, mais à un moment donné, on a un contre. On est en supériorité numérique. Et alors, je ne sais plus qui a la baguette. Je ne sais plus si c'est Owusu ou un autre joueur. J'ai plus les noms en tête. Mais voilà. Et on le gère tellement mal. Alors, OK, Owusu, technique, enfin, défensivement, on l'a dit, il n'y a rien à reprocher là-dessus. Mais là où à un Zouzi qui est différent dans le profil, là, je pense qu'on avait. Bon, le problème, c'est qu'il est tout le temps blessé. Je crois que ça continue, ça va être pire qu'Abou Dhabi. Et il aurait eu cette capacité à faire la passe juste. Et là, en fait, on part en transition et on se regarde un peu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et après, bah, les Marseillais se remettent en place. Et déjà on n'a pas eu beaucoup de situations à gérer. Si le peu qu'on a n'est pas capable de les gérer, de coulisser correctement, ça va devenir très, très compliqué. Et oui, Mara, je te rejoins. C'est pareil, c'est un joueur que j'aime bien. Il met de la volonté, tu sens qu'il a envie, mais ça suffit pas, malheureusement. Il a toujours pas mis un but en 25 matchs maintenant. Alors j'attends le tweet de Cissé qui va mettre ses oreilles comme ça pour nous dire. Hein. Mais Mara, ouais, ok, l'engagement, c'est très bien, mais c'est insuffisant, quoi. Alors oui, ce que j'aime bien, c'est que contrairement à Senioko, dans le duel aérien, il est là, comme tu l'as dit, il fait remonter le bloc et tout. Mais ouais, balle au pied, c'est compliqué. Je n'ai même pas souvenir s'il a une, une situation de frappe. Donc, ouais, voilà, c'est très, très compliqué. Alors oui, l'engagement, il est là, il veut bien faire, il presse et tout. Mais malheureusement, ça reste insuffisant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Et c'est dommage parce que c'est avec ballon que c'est insuffisant, mais malgré tout, dans l'attitude, comme tu dis, on peut rien lui reprocher. Et Mich d'ailleurs le dit dans le chat, on fait une bonne première mi-temps, c'est ce qu'on dit hein, depuis quelques minutes maintenant, mais c'est la justesse technique qui nous manque. C'est la justesse technique qui nous manque pour réussir à exploiter les transitions, réussir à exploiter les coups quand on en a eu quelques-uns. On n'en a pas eu 10 000 des situations de récupération relativement hautes, on aurait pu exploiter une transition.
On en a quand même eu quelques-uns, et c'est vrai que c'est dommage de pas réussir, de pas avoir réussi à les exploiter. Parce que la saison dernière, si tu fais le parallèle avec le déplacement Vélodrome la saison dernière, t'en as pas un milliard, hein, mais tu arrives à en mettre trois au fond. Et c'est ce qui fait la différence techniquement. On Là, n'avait pas les mêmes joueurs aussi. c'est ça. Excuse-moi de te couper, Ah non, mais mais t'as raison, c'est ça, exactement. encore T'as une tout fois, à fait bravo raison. Monsieur Ventier, hein. Et oui. Et oui, oui, non, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, ce que je mets en parallèle, c'est les différences entre les joueurs. Quand tu te déplaces avec Traoré, Sinayoko, Perrin, là, tu mets Namasso, Mara, Casimir. C'est pas du tout les mêmes profils, mais tu y perds, concrètement, tu y perds en qualité. Donc, voilà, c'est vrai que c'est vrai que ça nous est préjudiciable. Après, comme je sais bien, je l'ai dit dans le chat, finalement, tu peux pas reprocher, et j'ai vu pas mal de trucs passer sur Twitter là-dessus, qu'est-ce que tu veux reprocher à cette équipe? Là, sur un match comme vendredi, qu'est-ce que tu veux reprocher? Ils sont hyper disciplinés, ils appliquent les consignes. Bon, il y a une fois où tu te fais prendre parce que saut de concentration, Senaya il se fait bouffer sur son 1 contre 1, Owusu il sort sur le porteur, Fèvre qui a un déplacement un peu aléatoire, Akpa qui glisse. Bah, voilà, c'est un enchaînement finalement de bêtises, ça amène à un but, mais sur l'aspect engagement, duel, on a parlé d'Owusu au début de l'émission, tu peux pas reprocher grand-chose à cette équipe-là. Et d'ailleurs, l'émission, la rediff, elle s'appellera, enfin, l'épisode s'appellera une équipe valeureuse. C'est vrai que tu peux rien leur reprocher, ils sont courageux, ils font les efforts les uns pour les autres. Après, c'est des joueurs qui n'ont pas forcément les qualités pour évoluer tous à ce niveau-là, ou en tout cas pour avoir autant de responsabilités. C'est vrai que je voyais un message, oui, un message dans le chat, un commentaire sur le chat, qui disait que voilà, finalement, est-ce que c'est pas aussi symptomatique de la faiblesse de notre effectif et de notre attaque sur un match comme ça, de saluer la très bonne performance d'Opgard, qui a été très bonne, hein, c'est des faits, et c'est pas pour critiquer le joueur ou quoi que ce soit, mais quand on sait d'où est-ce qu'il vient, Hopgard, on sait à quel point ça a été compliqué pour lui de s'adapter au système, etc. Là, il commence à prendre un petit peu en confiance. Il est directement notre meilleur joueur offensif, sachant que là, en plus, il était piston. Enfin voilà, je veux dire, ça peut aussi poser question. Et voilà, après, je veux dire, les questions, il est peut-être plus temps de se les poser au 16 mars. On connaît les réponses en réalité, et en soi, on sait ce qui manque dans cette équipe. Après, est-ce que ça va être suffisant pour aller chercher mieux? On y reviendra un peu. Là, on va passer sur le côté individuel, mais après, je pense qu'avant le top flop, on pourra parler un peu de la course au maintien. Voilà, on pourra discuter un peu, même avec vous dans le chat. Aujourd'hui, il y a 2 points avec 2 points avec Nantes, ouais. Ouais, 2 points avec Nantes. Metz qui a failli gagner hier, qui s'est fait climatiser à la dernière minute face à Toulouse, mais c'était un match extraordinaire. Donc voilà, rien n'est fait encore au 16 mars. Il reste 8 journées. Ça va être le feu jusqu'à la fin. Avant de parler un peu de maintien, on va dire, et de course au maintien, parlons un peu sur le côté, sur les performances individuelles. Nicolas, est-ce qu'il y a quand même des joueurs qui t'ont plu? Si tu veux aussi parler un petit peu de l'OM, il n'y a aucun problème. Bah écoute, côté Marseille, c'est ça qui est terrible parce que même s'ils gagnent le match, honnêtement, j'ai personne à ressortir à part Gouiri, que son entrée pardon, change le match. Timber, j'ai bien aimé, même si pour moi, Big Bay le fait jouer trop. Je pense qu'il serait beaucoup plus utile en box-to-box, un cran plus bas, avec notamment un Gouiri en soutien d'Aubameyang. Là, je pense que ça pourrait, on l'a vu notamment en deuxième période où c'était beaucoup plus intéressant côté marseillais. Et Greenwood qui s'est créé pas beaucoup d'occasions où Léon la sort miraculeusement parce que la frappe partait bien. On a failli prendre un but de gag. Mais oui, à part ces deux joueurs-là, côté Martia, par Greenwood et Gouiri, puis Timber, bon, le reste, j'ai trouvé ça quand même relativement faible. Côté Auxerrois, j'ai envie de ressortir Upgard parce que tu dis, alors c'est très bien hein, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais comment c'est possible que ce soit ton meilleur joueur offensif alors qu'à la base c'est un latéral gauche et là face à Marseille, tu as quand même Namasso, tu as quand même Casimir et Mara et ton meilleur joueur offensivement c'est Upgard, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème quelque part. Après individuellement ouais, non, Oko aussi. Oko, même Diomandi, je l'ai trouvé un peu plus solide que sur les dernières prestations. Je l'ai trouvé un peu moins fébrile. Et Oko sort un match taille patron. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oko, vraiment, derrière, il s'installe.
c'est presque une évidence, hein. Finalement, on se posait la question au moment de son recrutement de comment il allait pouvoir entrer dans le 11 de départ. On savait qu'il y avait Clément Akpa qui revenait pas trop mal. Diomandé était bien. Bah, finalement, il s'est imposé assez rapidement, assez facilement. Cédric, sur le côté individuel, bon, c'est vrai qu'on n'a pas du tout évoqué, je crois qu'on a même pas cité son nom depuis le début de l'émission. Kevin Danois, qu'est-ce que tu as pensé de son match? Il a quand même eu un gros duel face à Timber au milieu de terrain. Bah, moi, j'ai vu des réactions sur Twitter qui étaient assez dures avec lui. Et donc, moi, comme je disais, j'ai regardé une deuxième fois le match, enfin, pas en entier, mais j'ai regardé une bonne partie deuxième fois. Et je me suis un peu plus focalisé sur lui. Et en fait, dans l'ensemble, il fait un bon match. Alors, Ouais. après, il est un peu esselé. Le problème, c'est que devant, il n'y a personne qui fait un appel, il n'y a pas grand monde. Il fait deux, trois belles passes. Alors, tout n'est pas parfait, mais je trouve que justement, le fait qu'Owusu revienne bien au niveau physique, lui, ça le libère aussi. Et je pense qu'à un moment, on lui en a trop demandé aussi. Euh, Parce qu'en fait, il n'y avait que lui qui jouait au foot, concrètement, au milieu de terrain. On attendait qu'une chose, c'est qu'il fasse une passe magique comme il avait pu faire face à Monaco une ou deux fois, voilà. Mais on faisait rien d'autre. Donc je pense qu'on lui a demandé un peu trop à un moment. Là, honnêtement, il fait un bon. Enfin, pour moi, au milieu de terrain, c'est presque. Si tu mélanges Marseille, Auxerre, pour moi, c'est le meilleur du milieu de terrain sur le match. Donc, voilà, on peut pas lui reprocher grand-chose. Après, effectivement, pour rebondir sur ce qui est dit par rapport à offensif et Hopgard, effectivement, hein, Hopgard, il fait deux accélérations et une roulette et on voit que c'est le meilleur de l'équipe. Un C'est petit pas pont, normal. un petit pont sur Wea. Un petit pont sur Wea. Et voilà, en fait, on retient que ça parce que Casimir, on sent une nette progression depuis quelques matchs. Franchement, moi, j'étais un des premiers à ne plus vouloir le voir sur le terrain. Mais là, ces derniers temps, j'aurais presque envie, je préfère largement à d'autres, à bien d'autres. Donc, je suis presque content qu'il soit titulaire parce qu'il se donne. Et même un truc tout bête, mais sur sa sortie, il motive les gars avant de partir. Il sort, mais il encourage. Et quelque chose qu'il faisait pas avant. Et je pense que c'est aussi commence à prendre confiance. Son but, là, je pense qu'il a pas mal libéré. Et je pense que après avoir, mais au début, je me disais Casimir saison 2 c'est hors de question. Et s'il commence à progresser, à reprendre, parce que c'est quand même un bon joueur à la base, il vient du Havre, il a fait quelques saisons en Ligue 1, c'était pas un grand buteur, mais il est quand même utile dans une équipe de Ligue 1. Et ben, il prend confiance sur une saison 2, tu dis bah pourquoi pas. Peut-être qu'à l'inverse, il va stater un peu, il sera décisif. Moi où je suis déçu, c'est Namasso, mais je pense que c'est un peu physique. Contre le coup de la canne, ce qui est un peu normal au bout d'un moment. Mais ouais, je pense qu'il a fait une grosse canne. Et là, il est vraiment moins décisif. Alors, il fait deux, trois actions toujours intéressantes où il contrôle le ballon. Il prend deux, trois joueurs physiques, il est puissant. Donc, ça, c'est. Voilà. Mais par contre, il est rarement dans les 30 derniers mètres au final. Donc, ce qu'on lui demande. Et donc voilà. Et après, bah, je vous rejoins sur la défense. Oko peut pas faire. Enfin, franchement, c'est difficile de faire mieux aujourd'hui pour lui, vu il est arrivé quand même peu de temps. Ça marche bien avec Diomandé. Akpa, il a fait un match correct. Il fait son erreur sur le but. Ses relances sont pas toujours nickel. On sent que bon, c'est pas le Akpa de l'année dernière, mais il a fait un match, c'est un bon match de l'année, on va dire. Et Lamine Sy a fait plutôt un bon match. Et à l'inverse, justement, où on est censé avoir Senaya pour sécuriser, bah lui, il s'est pas fait prendre une seule fois du match par Ouais. Peshao, pas une seule. Et Senaya rentre et 10 minutes plus tard, on prend le but, quoi, sur un contre un. Ouais. Donc bon, j'ai un peu de mal avec ça. Et ouais. Alors que bon, c'est censé être presque un défenseur. Enfin, il a joué un défense à 3, donc ça veut dire que Ouais. c'est quand même un défenseur à la base. Et malheureusement, sur beaucoup de situations défensives, il est un peu défaillant. Il se bat, mais c'est pareil, il manque un petit quelque chose pour moi. Ouais, je suis Et voilà. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je noterai quand même plutôt le bon match de Léon. Moi, j'ai trouvé serein quand même dans Ouais. sa cage. Je trouvais qu'il avait fait un bon match quand même, on n'en a pas trop parlé. Après, pour revenir brièvement sur ce que vous avez dit sur Kevin Danois, je suis d'accord avec toi, Cédric. Je pense que, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Techniquement, je trouve peut-être que ça a été le joueur le plus propre. Alors, Monsieur Sapiens nous parle de sa frappe. Effectivement, il n'a pas envoyé la même que contre Metz. C'est dommage parce qu'il a une situation, elle est belle, hein. Franchement, il est à 20 mètres, il est assez seul. La frappe est, enfin voilà, il est ouvert, donc il prend sa chance. C'est bien joué. Après, voilà, elle est Il pas peut faire la cadrée. passe à Oblak Il peut aussi. décaler, il peut la décaler. Effectivement, non, non, il peut la décaler. Je suis d'accord avec toi.
suis d'accord avec toi pour Namasso. Ouais, et juste pour finir sur Namasso, je pense que effectivement le retour, en forme de Wusu ne peut que l'aider, hein, Kevin Danois, à se libérer. Justement, j'en avais parlé contre Metz où il y a milieu à 3 et Kevin Danois est quasiment au même niveau que l'attaquant, vraiment en numéro 10. Euh, et c'est là où il se libère le plus quand il est sûr de la personne avec qui il est associé au milieu ou les personnes. Je pense que c'est encore mieux quand il y a un 4-3-3 parce qu'il sait qu'il a deux joueurs derrière lui pour l'accompagner. Mais même là, sur le 5-4-1, on va dire, je pense qu'il avait l'impression d'être bien accompagné au Wusu. Et puis derrière, tu as quand même trois défenseurs. Parce qu'il a quand même pris des risques, hein. À la relance, il y a deux ou trois fois où il perd des ballons dans les 25 premiers mètres. Tu te dis, oh là, si ça fait but, ça peut être un peu pour lui. Donc voilà, après, je suis d'accord sur Robert, on en a parlé. La charnière à 3 qui a plutôt bien marché. Et Namasso, ouais, effectivement, je pense petit contre-coup de la canne. On voit, hein, toujours qu'il a ce truc, cette fibre de leader technique. Je sais plus quel tweetos ce Marseillais en parlait, je crois que c'est Marouane Belkacem sur Twitter qui disait Namasso sous Francaise à Rennes. Ça paraît, ça semble être un fit parfait. C'est vrai que quand tu le dis comme ça sonne bien. Namasso en soutien de Le Paul, comme ça, qui tourne autour, qui va donner du ballon avec Szymanski, etc. Tu te dis, oui, il y a peut-être ce petit truc-là. Parce que techniquement, tu vois qu'il est au-dessus. Je me rappelle de l'action où il tourne autour de son défenseur, finalement il y a faute. Tu sens qu'il est au-dessus malgré tout. Comme tu l'as dit, Cédric, il est trop peu dans les 30 derniers mètres. Et je pense que sur un match comme ça, il veut tellement être le leader technique et apporter sa petite patte, sa petite touche, que finalement il en oublie presque son rôle d'offensif et ça devient presque un milieu créateur, on va dire. Donc c'est un peu dommage. Et bon, après, il n'y a pas eu de toute façon, il y a eu aucune situation, hein, clairement devant les cages où il y a un attaquant qui s'est retrouvé en bonne position. Dans ce match-là, ça va pas vraiment exister. Et puis pour te rejoindre Cédric et pour rejoindre M. Sapiens dans le chat, effectivement, je pense que Casimir, il a changé d'attitude, il a switché, comme dit Monsieur Sapiens, et c'est assez positif, je trouve. Alors encore une fois, hein, tu te dis, en ailier, est-ce que presque c'est pas plus des qualités de piston qu'il a? On voit qu'il rechigne pas sur les efforts. Honnêtement, il a un gros coffre, il a une vitesse hyper intéressante, je trouve sur ses premiers pas, il arrive à très très vite à accélérer, prendre de la vitesse. Franchement, s'il devait y avoir retour de la défense à 5, alors c'est Naya, si Casimir, bon, ça commence à faire beaucoup de monde sur le poste, mais il pourrait presque être un peu intéressant à ce poste-là si jamais on avait quelqu'un à mettre à sa place, parce que c'est toujours la problématique, hein. Aujourd'hui, Casimir joue peut-être parce que Koulibaly est blessé, peut-être parce que Févre est pas en forme, peut-être plein de choses. La vérité est celle-ci. Si Mara il a 10 pions cette saison, tu le mets titulaire à tous les matchs, donc est-ce que tu décales Sinayoko sur un côté, Namasso sur un autre? Bon, voilà. Aujourd'hui, les choses, les faits sont ceux-là. Casimir, il est titulaire et sur l'aspect attitude, franchement, il n'y a rien à lui reprocher là sur ses derniers matchs et il montre quand même ses qualités. Effectivement, Mich rappelle qu'il n'est pas décisif et c'est la vérité. Il manque de justesse, il manque cette fibre un peu décisive devant le but. C'est pour ça, moi, je parle de lui piston parce que même je trouve dans les 1 contre 1, etc., c'est pas son. Tu sens que c'est pas son truc. Son truc, ça va être le contre-pressing, ça va être vraiment l'aspect physique où il va être intéressant. Tu sens qu'avec le ballon, même les centres, etc., c'est pas là où il est le plus à l'aise. Presque il va être plus à l'aise pour frapper. Parfois, il arrive à trouver des bons angles de tir. Bah, on a vu à Lorient son but. Voilà, il s'ouvre le but, il se positionne bien. Mais dans la construction, c'est pas ça. C'est pas son truc, son truc favori, on va dire. Bon voilà messieurs, on a fait à peu près le tour, je crois, sur le côté individuel. Je sais pas si vous avez des trucs à rajouter, mais sinon on va pouvoir passer un peu à la course au maintien. Ça me permet, je sais pas, d'ouvrir un peu la question à 8 journées de la fin. Où est-ce que vous nous voyez finir? Je me rappelle, il faudra que je ressorte, ce sera peut-être l'occasion d'une émission un peu spéciale l'été prochain ou à la trêve. Mais j'avais fait les prédictions un peu, je sais pas, la révélation, le meilleur buteur, etc. Je pense qu'on rigolerait très très bien, on rigolera très très bien l'été prochain, à mon avis. Euh, mais non, plus sérieusement, je sais pas, l'Iconé, à 8 journées de la fin, c'est clairement la bataille à 3. Là maintenant, Nice a encore gagné ce week-end. Donc Nice-Paris FC commence à s'éloigner. Je crois que même maintenant, c'est Le Havre qui est 15e, si je me trompe pas. Ou en tout cas, avant le match nul face à Lyon, c'était Le Havre. Je sais pas si Ouais, avec si, le. c'est là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est Le Ouais, Havre, ils ont mais le même nombre de points que Nice, là, actuellement, je Mm. crois. c'est ça. Et Le Havre qui est à 27 points, Nice à 27 points.
Donc là, ça fait 8 points. Autant dire que 8 points en 8 journées, sachant qu'on en a pris 19 juste depuis le début de saison, ça va être très très compliqué. Mich nous parle de l'effet Vaïd Halilhodži qu'on a vu la semaine dernière, l'annonce assez lunaire hein, du retour de Vaïd, de coach Vaïd à Nantes. Les clubs français ont toujours beaucoup d'idées. Antoine Kombouaré. Coach Vaïd, on voit des clubs tellement ambitieux dans le recrutement du coaching. On sait à quel point ça peut être important. Non, l'Iconé, plus sérieusement, je sais pas. Est-ce que tu vois Nantes, voilà, l'électrochoc du deuxième changement de coach? On rappelle quand même qu'ils sont que à 2 points de nous, hein. Ouais, l'électrochoc, je sais pas. Après, ce week-end, ils ont perdu contre Angers, alors j'ai pas vu le match. Honnêtement, moi, ça fait plusieurs matchs que je le dis. Je ne vois pas finir plus haut que barragiste. Parce que, alors, certes, ils prennent pas beaucoup de points et on aurait une attaque correcte, convenable. J'aurais dit pourquoi pas. Mais là, tu vois qu'au fur et à mesure des matchs, on est toujours la pire attaque de Ligue 1. On a 19 buts en 26 matchs. On ne pourra pas faire mieux que barragiste. Ou alors un miracle. Je ne sais pas quel miracle Marrakis m'a marqué ou je sais pas comment c'est possible. Mais à part un miracle, honnêtement, je ne vois pas parce que on le voit au fur et à mesure des matchs. Alors oui, défensivement, voire au milieu de terrain, c'est cohérent. Mais devant, il n'y a pas d'animation offensive, quoi. Et j'en veux aussi. Alors, c'est pas à charge spécialement sur lui, mais Djibril Cissé, c'est quand même notre entraîneur des attaquants, pardon, depuis 2 ans. Et cette saison, je vois pas la patte Cissé, quoi. Tout comme je vois pas la patte Boumsong derrière, notamment sur les coups de pied arrêtés. On a pris pas mal de buts. Donc, à part barragiste, après avoir le calendrier de Nantes, Metz et pourquoi pas Le Havre, mais nous, on n'a pas un calendrier facile non plus. Je crois il nous reste encore Monaco, Lyon et Lille en dernière journée. Donc, c'est 3 clubs qui vont jouer l'Europe. Donc, on n'a pas un calendrier facile non plus. Ouais, non, honnêtement, je ne vois pas faire mieux que barragiste, malheureusement. Barragis, c'est peut-être la meilleure des choses qui peut arriver. Je profite dans le chat, tiens, donnez-moi votre avis et Cédric va nous donner le sien. Sur les 3 prochains matchs, il y a réception de Brest, déplacement au Havre, réception de Nantes. Donc au 11 avril, samedi 11 avril, réception de Nantes à 19 h. On sera sûrement encore un peu plus calé sur la fin de saison et l'issue de cette saison. Combien vous nous voyez prendre 2 points, Cédric? Combien tu nous vois prendre 2 points sur cet enchaînement de 3 matchs, donc Brest, Le Havre, Nantes? Et dans le chat, n'hésitez pas à jouer au petit jeu, ce sera peut-être l'occasion de ressortir. Sur ces 3 matchs-là, est-ce qu'on fait 0, 3, 6, 9, 2, je sais pas. Quel total de points vous nous voyez avoir dans 3 matchs? Cédric, quel est ton avis là-dessus? Je suis un éternel optimiste, alors je pense qu'on va prendre des points déjà. Et je pense que ça dépendra surtout du premier. Si on bat Brest, ce que je pense, parce que bon, moi je suis issu de Brest, donc je connais un peu, je suis pas mal l'équipe. Il y a en plus 2 suspendus importants du côté de Brest qui sont Chardonnay et Ajorc. Ouais. Donc 2 éléments, les deux leaders, on va dire. Donc qui peut aider. Moi je pense que si on bat Brest, je nous vois potentiellement battre une des 2 autres équipes, soit Nantes, soit Le Havre, et au moins pas perdre contre l'autre. Moi, si on bat Brest, je nous va prendre 7 points. Sinon, si on en prend 3, ce sera déjà bien. Ok. Je pense que Quand même, si. Ouais, ça va être un delta dans le sens où mentalement, si on n'arrive pas à prendre de points contre Brest, si on perd, ça va. Enfin, je suis pas sûr qu'on gagne un point. Enfin, qu'on gagne un des 2 matchs déjà. Donc si on en prend 1 ou 2 points, ça peut déjà être. Ça peut être le cas, quoi. non, mais je suis d'accord avec toi, hein. On sait, on connaît l'aspect mental. On en a parlé la semaine dernière avec M. Sapiens. On en parle, j'ai l'impression, à chaque émission. Ou peut-être qu'on se rassure un peu. Je vois Xavier dans le chat qui parle aussi de cet aspect mental dans le chat là. C'est peut-être aussi une manière de se rassurer un peu, hein, de se dire que finalement, mentalement, oui, les joueurs, ils n'ont pas ce déblocage-là. Mais on sait à quel point c'est important. Là, tu gagnes contre Brest. Tu te dis presque sur les 2 autres matchs. Allez, si tu gagnes contre Brest, tu t'arrives à faire une victoire, un nul, une défaite. Sur cette série-là, c'est pas catastrophique. Honnêtement, 4 points. Moi, je dirais que 4 points, c'est presque un peu le minimum qu'il faut espérer. Sur ces 3 matchs, donc on joue une fois Nantes. Les 2 autres matchs que Nantes joue, c'est Strasbourg, Metz. Donc Strasbourg, Metz, Auxerre. Tu te dis si Nantes, admettons, perd contre Strasbourg, gagne contre Metz, Auxerre gagne contre Brest,
Les deux équipes se retrouveront dans 2 journées avec 3 points chacune. Là, tu joues vraiment le match, tu te dis, bon, bah, il y a 2 points d'écart. Si Nantes gagne, il repasse barragiste. Il reste 5 matchs derrière, ça va être très compliqué. Euh, Ce sera un peu le match, là, ce sera un peu la fin de cette série-là qui marquera la fin de cette série parce qu'après, tu te déplaces à Monaco, tu te déplaces à Monaco puis Lyon. Deux déplacements, deux gros déplacements de suite. Monaco qui est pleine bourre. Lyon qui est aussi qui est plus compliqué en ce moment. Mais enfin, le déplacement à Lyon est toujours compliqué. Donc là, tu te dis sur cette série de 3 matchs, au 11 avril, on sera presque calé. Il y a la trêve au milieu. Ouais, il y a la trêve au milieu. Il y a là le match contre Brest. C'est presque qui peut nous être un poil préjudiciable. Tu te dis, tu gagnes contre Brest. T'as 15 jours derrière où t'as pas le temps de surfer, on va dire, sur l'euphorie de la victoire et le déplacement au Havre, mais t'as peut-être 15 jours pour travailler et pour faire revenir certains joueurs de blessure, El Azouzi, Koulibaly, pourquoi pas. Bon, voilà, il y a des pour, des contre. Nicolas, toi, qu'est-ce que tu nous vois faire? Je vois qu'il y a 5 points, 5 points dans le chat pour Xavinho. Monsieur Sapiens nous parle des fameuses 3 victoires de suite. Ce serait extraordinaire, mais il faudrait déjà réussir à en enchaîner 2. Déjà, parce que je crois qu'on ne l'a pas fait cette saison, enchaîner 2 victoires de suite. Ne serait-ce qu'en faire une, ce sera déjà bien. Une, ce serait déjà bien. Une, ce serait déjà très très bien, effectivement. Mich qui nous dit, voilà, le tournant, ce serait ce week-end d'arriver à battre Brest. Le bonheur de battre Brest, on mettrait Nantes à 5 points avant leur match face à Strasbourg, c'est vrai. C'est vrai parce que Nantes a un match en moins, là, ce week-end, ils n'ont pas joué, mais PSG aussi. c'était contre le PSG, donc bon, C'est ça. tu te dis, tu peux espérer que ce match en moins leur rapporte pas de points. Mais évidemment, il y aura de la pression là sur les 3 prochains matchs parce que les joueurs auront un peu l'impression, je pense, de jouer leur saison là sur l'enchaînement de 3 matchs. Tu fais 3 victoires là, soyons complètement fous. Tu fais 3 victoires là, tu t'assures presque la place de barragiste. À voir ce que Nantes fait. Honnêtement, tu prends 9 points là, ça commencera à sentir très très bon. Évidemment, c'est assez utopique. Nicolas, qu'est-ce que tu nous vois faire? Je suis mitigé. Là où j'ai envie de me rassurer, c'est que sur nos 3 prochains matchs, il y en a 2 à domicile. Ouais, Donc j'espère que le stade va être full blindé, qu'on aura les ambiances qu'on a vues quand on était barragiste contre Saint-Etienne. Je pense que c'est pas un secret, hein, mais vraiment que le stade soit plein, qu'on pousse tous, pas que seulement la tribune ultra, mais que tout le stade chante à l'unisson. Ça va apporter un vrai plus aux joueurs, ne serait-ce que mentalement. Je pense que s'ils commencent un peu à avoir des difficultés physiques, de sentir que tu as un stade Abbé Deschamps en ébullition, bah, ça va donner ce supplément d'âme et je pense que ça peut nous servir. Euh, ouais, 4 points, j'espère 6, ou voire même 7, et allez, qu'on gagne nos 2 matchs à domicile et qu'on ramène un nul au Havre, parce que le Havre, je les ai vus contre Lyon, c'est quand ah oui, même pas si dégueu que ça, le Havre. Donc, sachant qu'on est extrêmement mauvais à l'extérieur, que la seule équipe qu'on a réussi à battre à l'extérieur, c'est Metz. Si on prend un nul et que par contre on gagne Brest et Nantes chez nous, je signe tout de suite. Après, comme on l'a dit, hein, le match le plus important, bah, c'est le prochain, donc ce sera Brest. Après, c'est vrai qu'il y a cette trêve. Moi, je pense que la trêve, peu importe les résultats, va arriver au bon moment parce que je veux vraiment ce que le club, ce que les joueurs, le staff, tout l'ensemble du club bosse pendant cette trêve, c'est cette saloperie d'animation offensive. On voit enfin, au moins sur un match, une animation offensive cohérente. Et il y a 15 jours, les gars, en plus, je ne pense pas que pendant la trêve, on va perdre beaucoup de joueurs. Mais au moins, voilà, travailler sur une animation offensive cohérente, que nos joueurs, je pense notamment au garde, qu'on installe vraiment ce poste d'ailier, mais qu'on dit, écoute, tu ne te poses pas de questions défensivement, tu auras soit Mensa, soit Akpa qui va faire le taf, le taf du chien de la casse, mais toi, par contre, tu prends des initiatives, tu te poses pas de questions, pardon, et tu y vas, et voilà. Donc, moi, je compte sur la trêve pour vraiment mettre en place une animation offensive cohérente. Et si en plus, par miracle, on récupère Azouzi de blessure et que, encore une fois, par miracle, alors ça fait beaucoup de miracles, mais si on le récupère après la trêve et qu'il arrive à enchaîner jusqu'à la fin de saison, là, je pense que déjà, même ton animation au milieu de terrain, c'est plus du tout la même. Et je pense qu'en termes de ressortie de balle, en transition, tout ça, on sera beaucoup plus juste. Et ça partira aussi de là. Et je pense que ça pourra améliorer notre animation offensive.
Mais voilà, il faut aller brûler tous les cierges qu'on peut à la cathédrale pour le retour d'Azouzi, quoi. Ouais, évidemment que cette trêve va être hyper importante parce que mine de rien, tu gagnes. Là, imaginons que tu gagnes face à Brest, tu passes 15 jours de rêve, hein. Les joueurs dans l'attitude, la confiance, etc. Une trêve après victoire, une trêve après défaite, c'est quand même pas du tout la même chose, hein, dans les têtes. Si en plus il peut y avoir un attaquant qui marque et que ça le remette un peu dedans, ce serait magnifique. Pour les joueurs qui partent en sélection, ça va tomber là cette semaine, bah, les joueurs convoqués. Après, j'imagine que Sinayoko Namaso vont y aller, donc déjà pour l'animation offensive, ça se complique. À voir qui y va. Par exemple, est-ce que Casimir il est haïtien si je me trompe pas. Ouais. Donc est-ce qu'il va avec Haïti? Est-ce qu'il y a un rassemblement? Ils sont pas à la Coupe du Monde en plus, eux, en fin d'année. Enfin, Ouais. si, Ouais, en si, je plus. crois, Ouais. hein. Ouais, En plus, donc ouais, donc il va forcément y aller. ouais. Ouais, il va y aller. Je te dis, ouais. Donc voilà, il va y avoir évidemment des absents. Tu te dis Danois, est-ce qu'il va aller avec les espoirs? Bon voilà, ça va faire quelques joueurs quand même importants qui vont potentiellement aller en sélection. Mais oui, bosser, récupérer les joueurs blessés et pourquoi pas finir avant la trêve sur une victoire pour voilà, avoir quand même une certaine euphorie et bah voilà, une ambiance positive dans le groupe pour travailler sur ces 15 jours. Après, tu te dis déjà si tu arrives, comme tu disais, les connais à faire 2 victoires sur les matchs à domicile, ce serait extraordinaire, hein, honnêtement. C'est-à-dire que tu gagnes Nantes déjà. Déjà gagner Nantes, j'ai envie de dire, sur les 3 matchs, sur les 3 prochains, ça va être peut-être le Le plus plus important. important, exactement. Le plus important, parce que si tu te retrouves avec 2 points d'écart dans 3 journées avec Nantes et que tu arrives à les battre, t'en prends 5, ça a quand même encore pas la même saveur. On Ouais, verra mais d'ici à là. l'inverse, si. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, Mais vas-y, à vas-y. l'inverse, si tu gagnes là contre Brest et qu'ils perdent contre Strasbourg, qui est censé être la logique, bah, tu as déjà 5 points d'avance et au Ouais, final, ils vont aborder plus facilement le match contre le Havre, ils vont être plus détendus. tout Donc, à à fait. l'inverse, plus de chances d'enchaîner. Donc, c'est Tout à vrai fait. que. À voir. À voir. Dans tous les cas, ces 3 matchs vont être capitaux pour la fin de saison. Il va évidemment falloir les jouer à fond. J'ai pas de doute sur on l'a dit, l'attitude de l'équipe. J'ai pas de doute là-dessus, mais évidemment, ça va être les matchs, les 3 matchs, les 3 matchs là qui vont être ultra capitaux. Mich qui nous dit dans le chat, j'adore ces calculs d'apothicaire. C'est vrai qu'on essaie de se raccrocher un peu. C'est tellement difficile cette situation. Je le disais à Licone et Cédric avant, mais là, j'avoue qu'en ce moment, la passion a beau être là et j'ai beau être passionné depuis des années. J'avoue que lancer l'émission, la préparer, etc. Là, sur un match comme ça, le contenu hyper compliqué et tout, tu te dis, va falloir meubler un peu parce que en un quart d'heure, sinon le débrief il peut être plié, hein, si tu t'en tiens au match. Donc voilà, on essaye de se raccrocher un peu à ce qu'on peut et ça témoigne, je trouve quand même, on parle voilà, de 6 points, de victoires potentielles même. Voilà, il y a personne qui a dit, bah non, on va perdre les 3. Tu te dis, ça, il y a quand même encore confiance un peu d'espoir, un peu de confiance en cette équipe. Et c'est ce qu'il faut. Et j'espère que Xavinho le disait, de toute façon, on sera derrière l'équipe, peu importe où on se trouve. Euh, voilà, ce serait beau que tout le monde arrive à pousser ensemble et qu'on arrive au moins au barrage, pardon. En ce moment, qui est le troisième de. Je me demande si c'est pas Reims, la troisième de. Non, Reims est en train de craquer. Non, c'est Le Mans. Le Mans. Le Mans, troisième Mm. de Ligue 2. À voir. Le Mans, Reims et le Red Star. cinquième. Red Star, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Bon, ce serait évidemment compliqué, surtout que là, les dynamiques s'inversent complètement, hein. Tu rencontres une équipe qui a fait une saison extraordinaire, plein de victoires. Surtout si c'est Le Mans, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à être là. Même si visiblement le coach du Mans avait annoncé à ses joueurs en prépa qu'il fallait jouer la montée. Mais bon, euh, évidemment, je pense que le Mans s'attendait pas forcément à être là. Donc, une dynamique extraordinaire contre nous qui avons une dynamique compliquée. Évidemment, on sait à quel point les barrages vont être difficiles. Je vois que c'est Monsieur Sapiens qui en parle un petit peu. On peut discuter vraiment brièvement parce que vous savez à quel point je j'aime pas m'attarder dessus, surtout quand ça a notre désavantage. L'aspect arbitrage, je l'y connais. Euh, comment expliquer cette situation? Moi, ce qui me questionne, parce que les ralentis, enfin, je trouve que le ralenti peut être trompeur. J'en sais rien. Je sais pas, je trouve que le ralenti peut, si admettons, on admet que le ralenti soit un peu trompeur et que
le geste de la main gauche d'Emerson soit juste pour retirer justement la main du ballon et pas que cette main soit emportée par le ballon. Allez, soyons. Mais comment expliquer qu'il n'y ait pas eu de check VAR? Parce qu'a priori, il n'y a eu aucun check VAR sur cette situation. Ouais, honnêtement, là, je comprends pas. Alors, puis même en plus, ce qui est dommage, c'est que contrairement à un sport comme le rugby, au moins, dès que tu as une situation litigieuse, tu as l'arbitre qui a un micro et tu as tout le stade qui entend les explications de l'arbitre, donc tu n'es pas là perdu au milieu de nulle part. Et là, ce qui me dérange sur cette action-là, alors j'ai essayé de regarder le ralenti, mais il y a tellement de pas de ralenti sur cette action, c'est ce qui est dommageable. Alors, j'essaie de regarder le résumé sur YouTube, la vidéo en 0,25, et même comme ça, mais c'est compliqué parce que, en fait, ouais, il y a deux appréciations parce que tu peux te dire que sur le coup, ouais, il a la main collée au corps, et après, le ballon arrive tellement fort que ça lui décolle le bras finalement. Et honnêtement, c'est très compliqué et je ne sais pas dire si c'est une erreur manifeste ou pas, juste, mais comme tu disais, je te rejoins à 1000%. Ce qui est regrettable, c'est que en fait, tu n'as t'as pas de vrai ralenti, quoi. Tu ne vois pas des images arrêtées, alors que contrairement à l'action d'Oko, bon, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. Attention, Oko, que le but soit refusé, c'est totalement logique. Mais là, pour le coup, tu avais un vrai ralenti. Bon, c'était aussi peut-être plus facilement lisible. Mais c'est encore plus, comment dire, embêtant parce que sur une action où c'est vraiment litigieux, où ça se joue à pas grand-chose, la frappe va tellement vite, c'est là justement qu'on aurait apprécié avoir des ralentis précis. Je pense que quand même ils ont ce qu'il faut, ils sont équipés quand même correctement. Et je sais pas honnêtement. Alors ouais, est-ce qu'il y a main, il y a pas main? Est-ce que avant ça touche pas juste le dessus de la hanche? Mais c'est tellement compliqué en fait, on voit rien. Donc c'est dur de se positionner, d'avoir un avis comment dire fixe sur la situation. Tellement le ralenti est compliqué à analyser quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que M. Sapien se précise dans le chat, mais c'est vrai que ça m'a questionné aussi cette attitude, Cédric. Tous les joueurs réclament la main sur la frappe. Tu sais, au moment où il y a la frappe, tous les joueurs réclament la main. Et après, t'en as. J'ai pas à souvenir d'un joueur qui retourne voir l'arbitre pour lui demander ce qu'il en est de cette situation-là sur. Voilà. Après, il y a eu l'enchaînement des actions, Oko, but refusé, main. Mais je sais pas si on est revenu finalement sur cette situation du penalty. Bah, en vrai, je pense pas. Parce qu'effectivement, tout le monde était parti. Les joueurs d'Auxerre, ils sont partis célébrer avec Coco, machin. Ils sont partis dans leur truc parce que c'est la même action au final. Et personne n'est revenu là-dessus. Et pour le coup, en plus, nous, c'est vrai qu'à l'écran, vu qu'il n'y a aucun ralenti, tu peux pas savoir. Réellement, tu vois que le ballon, il part vite. Tu vois que ça touche la main. Est-ce que ça touche le corps avant? En fait, nous, d'où on est placé, on peut pas savoir. Vraiment. Personne ne peut dire de oui ou non, il y a penalty. Dans un sens, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas penalty. Dans l'autre, on ne peut pas dire qu'il y a penalty non plus de façon affirmative. Après, ce qui est très frustrant pour nous en tant que, on va dire, petit club, hein, c'est qu'effectivement, il y a un check VAR sur Pavard en début de match. Il le check 50 fois sur un truc où on voit tout de suite qu'il n'y a rien. Hmm. La main, ils vont la checker pendant 15 minutes sur un truc où on sait très bien qu'Okoyama, on l'a vu en 2 ralentis, on l'a tous vu aussi. Et sur la seule action qui peut être potentiellement en notre faveur, on voit jamais rien. Après, c'est Marseille, ça pourrait être un autre club, hein, ça pourrait être Lyon, ça pourrait être Paris, c'est pas spécialement Marseille. Hein. Mais sur le fond, dans l'autre sens, tu sais que c'est checké et tu sais pas ce que ça peut donner, quoi. Mais c'est ça qui est extrêmement frustrant, surtout. Après, c'est pas ça qui a fait le match non plus, hein, Non, non. mais bon, tu te dis que t'as celui-ci, t'as celui du Havre à l'aller, où pour le coup, ça a été avéré par l'arbitrage qu'ils t'ont pas donné le penalty. Si ça te fait 4 points, ça te fait 2 points de plus. À l'inverse, t'enlèves 2 au Havre, bah, t'es plus à 8 points, t'es plus prêt, t'espères un petit truc. Ouais, non, Mais mais bon, évidemment. après, si on gagne les 3 prochains matchs, on est au cul du Havre, mais bon. Non, mais évidemment, on sait qu'une saison se joue à des détails. On peut pas dire que, voilà, enfin, on peut pas s'en remettre à l'arbitrage aujourd'hui tellement la Mhm. situation mériterait plein de facteurs avant celui de l'arbitrage. Euh, mais c'est vrai que cette situation-là, elle est quand même spéciale. T'as pas de ralenti, t'as pas de check, t'as rien. Les joueurs réclament, ensuite ils réclament plus. Alors après, il y a Xavinho dans le chat qui dit effectivement, Pellissier, la fois où il a voulu discuter un peu avec l'arbitre, il a pris jaune assez directement. Et c'est vrai, Et il a fait le cobaye l'arbitre sur l'action. ouais, c'est vrai que Ouais. l'arbitre, globalement, il a distribué quand même du carton.
parfois je trouve justement que les arbitres ont du mal à tempérer le match et à sortir le carton au bon moment. Là, lui, il les a sortis assez rapidement et c'est vrai que par rapport à Pélissier, ouais, il a été sorti quand même rapidement ce carton-là. Messieurs, pour Surtout qu'on terminer sait que cette... Pélissier, il est pas véhément, Pélissier. Eh oui, non mais On c'est sait ça. que c'est pas un méchant. Alors après, il adore quand il prend un jaune comme ça, il regarde le quatrième arbitre et il applaudit comme ça. Il adore Ouais. faire ça. Et il le fait. Et d'ailleurs, sur ce match, on entend le quatrième arbitre qui lui dit arrêtez d'applaudir, arrêtez d'applaudir. Ouais, ouais, ouais. Il aurait pu Il, prendre un Et rouge. puis à tout Il moment, il aurait prend mal le rouge. Ouais. entendu, ça aurait pas été impossible, hein. ouais, Le ouais. mec, Ouais. l'arbitre qui a un peu trop d'ego, ah ouais, tu veux jouer à ça, c'est moi le cow-boy, bam, rideau. C'est ça. Ah, ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, ça aurait pu. Mais c'est vrai que le quatrième arbitre, on voit même à la caméra, parce qu'on voit bien, il y a un plan sur Pélissier à ce moment-là. Le quatrième arbitre s'avance vers le banc et tout, et ouais. Mais on voit effectivement, Monsieur Sapiens le dit, j'allais en parler, de l'attitude de Pélissier sur les derniers matchs. C'est vrai que on connaissait la complémentarité du duo Pélissier-Stéphanopoli sur l'attitude, on va dire. On sait que Stéphanopoli est très sanguin, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, etc. Pélissier était quand même plus tempéré. Et c'est vrai que sur les derniers matchs, tu sens quand même qu'il y a cette volonté voilà, de rétablir un peu voilà, on en avait parlé, je me rappelle, c'était la saison pas la saison dernière, la saison d'avant en Ligue 2, où il se passe quand même des choses complètement lunaires en Ligue 2, parce que mine de rien, il n'y a pas la VAR. Donc on se rappelle quand même du gardien qui sort à 30 mètres de sa cage, qui prend le ballon de la main et qui prend pas rouge devant l'arbitre adjoint. Enfin bref, devant Il n'y a pas faute. l'arbitre de touche. Enfin bon bref. Voilà. Et on avait dit justement que, je me rappelle, on avait dit sur plusieurs matchs que euh, les joueurs réclamaient pas suffisamment, que Pellissier ne faisait pas suffisamment entendre du corps arbitral et tout. Et là, c'est vrai que globalement, c'est sa manière d'être. Pellissier, il est quand même très serein, très posé et toujours dans la discussion. Là, on sent sur les derniers matchs qu'il est quand même plus. Peut-être que la situation du club, bah, effectivement, quand tu vis des formes d'injustice, entre guillemets, ou ce que tu penses être une injustice en tout cas en direct, là, on sent qu'il a encore un peu plus envie voilà, beaucoup plus virulent, même chez Sapiens dans le chat. On sent qu'il est un peu plus tendu, donc voilà, attention de pas aller dans le trop. Là, il prend jaune, donc il n'y a pas d'incidence, mais il faudrait pas prendre rouge, quoi. Mais c'est Mais bien même le match d'avant, côté. il me semble qu'il prend un jaune. Le Contre match Lorient, d'avant, ouais, je crois. ouais, il prend un jaune Contre aussi, il me Strasbourg, semble. ouais, c'est possible. C'est Ouais, possible que ouais, contre c'est possible. Strasbourg, ils prennent un jaune, et c'est vrai que Xavinho en parle de la frustration. Évidemment qu'on sent la frustration de Pélissier. Évidemment, on peut le. Peut-être qu'il a senti aussi que le groupe avait besoin justement de quelqu'un un peu plus Peut-être. qui montre l'exemple d'un point de vue motivation et peut-être que ça aide le groupe justement mentalement à À se se lâcher révolter peut-être un peu après sur le plus. Ouais, terrain, ouais. c'est vrai. C'est ça, d'être. Peut-être qu'il a senti que le groupe avait besoin de ça. C'est vrai que c'est pas du tout dans son habitude, mais après, il y a tellement de facteurs en fait pendant un match que c'est vrai qu'on nous on voit ça de l'extérieur et on se dit ouais c'est bizarre. Et en Ouais. fait peut-être que c'est juste pour ça. Ouais, il y a tellement de choses, mais Ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'est mais je sais pas ce possible. que dit, c'est peut-être. Il dit, je vois plus ça comme une rage positive qui transmet aux joueurs, Mmh. et je pense que c'est Mm. vraiment un truc comme ça, voilà, un supplément d'âme un peu à apporter ce truc, Ouais. voilà, ne pas se laisser faire. Et je pense que ça peut vraiment aider un groupe de se sentir soutenu par son coach, même dans les moments un peu plus compliqués d'injustice, etc. Parce Mais qu'on si, a un groupe de gentils, hein. oui, ah oui, oui. On a un groupe de gentils, on a des supporters gentils. Généralement, Ouais, l'Auxerrois est quand même plutôt gentil, hein, globalement. Qu'il soit supporter c'est ou ça. joueur, globalement, ce qui tourne autour de la JOCR est plutôt gentil quand même. Euh, Mmh. mais ça fait aussi certaines qualités qui sont saluées un peu partout, mais notamment la communauté auxerroise qui est saluée sur les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, effectivement, le joueur auxerrois est relativement gentil, Pellissier est relativement gentil, enfin voilà, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur, on va pouvoir passer au top flop pour finir cette très belle émission. Je vous le rappelle, ça peut être n'importe quoi autour du match sans que ça ait un rapport avec ce match-là. Un top, un flop. N'hésitez pas dans le chat à nous donner vos top flops sur ce match-là. L'Iconé, Cédric, je sais pas s'il y en a un de vous deux qui l'a déjà en tête, auquel cas il Ouais, pourrait moi je l'ai. commencer. Eh ben vas-y, l'Iconé, c'est parfait. Alors top, c'est compliqué à trouver, hein, on va pas se mentir, vu la purge qu'on a vue. Pour moi, le seul top, on va dire, c'est Ougard et Oko. Et en flop, bah, pour moi, c'est une évidence, mais on en a déjà beaucoup parlé. Je pense qu'on va encore en parler beaucoup, malheureusement, c'est la fin de saison. Mais c'est l'animation offensive. Non, je suis d'accord. Complètement d'accord avec toi sur ton top flop.
On en a parlé déjà à Upgard Oko, qu'on fait quand même un bon match. Et c'est vrai que sur Upgard, j'ai oublié, je voulais rajouter un moment dans l'émission. Je sais plus qui de vous deux, les gars, a parlé de sa roulette. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment à l'image de son épanouissement, hein. Upgard Mm. qui tente une roulette il y a 10 matchs, c'était chose impossible. Il tente et il réussit le petit pont sur Wea en deuxième mi-temps aussi, qui crée le danger. Je veux dire, honnêtement, Upgard a été assez impressionnant techniquement. Alors, on est les champions des roulettes, hein. Akpa fait des roulettes, Danois fait des roulettes, Hopgard fait des roulettes. Tous nos joueurs font des roulettes, on est les champions des roulettes. Mais tant mieux, c'est vrai que c'est un geste. Il a été mis en valeur dans le geste Panenka du match sur X. Et franchement, c'était un très très beau geste qu'il a réussi, donc tant mieux. Voilà. Et puis le flop, l'animation offensive, bon, on en a parlé, mais je suis complètement d'accord avec toi, Licone. Cédric, si tu veux y aller pour ton top flop. Mon top, ça va être l'inverse de mon flop de l'aller, comme j'avais été là à l'aller, et c'était les commentateurs à l'aller, où j'en avais eu marre avec Benoît Chéroux qui arrêtait pas de justement peut-être tout le temps après, alors qu'il avait joué dans les deux clubs tout le temps, Marseille, Marseille, Marseille. Et là, j'ai trouvé qu'ils avaient été plutôt objectifs. Et ça a été les premiers à dire, notamment sur l'action de la main, il y a main, il faudrait revoir, ou les choses comme ça. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé une amélioration. Donc, je tenais à la souligner. Et au niveau du flop, bah, je vais rejoindre l'Iconé, hein. De toute façon, c'est l'offensif, hein. Ouais, complètement. L'animation. Moi, j'ai mon espérance, c'est qu'on. Alors, le système à 5 moi, me convient très bien, mais je pense que ce qu'il faut, c'est bah, on upgarde et si sur les côtés, et en fait, on leur laisse vraiment beaucoup plus de liberté offensive. Et après, axial, on met Sinayoko, Namaso, et puis après, si Fèvre est en forme, je pense que ça reste quand même techniquement celui qui peut nous aider le plus, même Ouais. s'il est à 80 ou 90%, il sera pour moi plus efficace dans un système comme celui-ci que Casimir, même si je dis, hein, Casimir il nous fait du bien en ce moment, mais voilà. Mais, euh, mais bon, j'aimerais bien voir ça, si on peut le voir en fin de saison et en mettant El Azzouzi dans un rôle un peu défenseur central milieu quand on a la balle, ça peut être, ça pourrait être un truc intéressant qu'on pourrait peut-être voir une fois dans l'année, quoi. Ouais, je suis d'accord. Peut-être une fois dans l'année. C'est peut-être ça le problème, mais oui, oui, effectivement, peut-être une fois dans l'année. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je vais passer à mon top flop pour finir. Oui, Cédric, t'as bien dit ton top et ton flop. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parfait. Merci beaucoup, les gars. En tout cas, mon top flop pour finir, bah, c'est vrai, monsieur Sapiens le dit. Le top, enfin, un des tops, ça pourrait être le parquage au Serrois, un vendredi soir à Mm. Marseille. Honnêtement, c'est impressionnant. Alors, on les a beaucoup entendus sur la première mi-temps, évidemment. Il y avait pas de supporters, il n'y avait pas de chants marseillais. En tout cas, ici, il y avait des supporters, mais qui ne chantaient pas. Donc, évidemment qu'on a beaucoup entendu les Auxerrois, mais honnêtement, encore un très très beau parquage. Et je trouve que ça montre quand même le soutien des Auxerrois globalement. Et j'espère que le stade sera plein ou quasi plein, en tout cas la semaine prochaine contre Brest, parce que ça va être hyper hyper important. Donc, j'espère sincèrement que ce sera plein. En tout cas, on voit les ultras qui lâchent pas. Quelques locaux aussi, peut-être, je sais pas du tout. Sûrement quelques locaux, mais en tout cas, des gens qui ont fait le déplacement, c'est quand même très très plaisir de voir un parkage comme ça un vendredi soir à autant de bornes d'Auxerre. Pour mon flop, j'ai pas vraiment de gros flop sur ce match-là. Évidemment, on pourrait parler d'animation offensive, peut-être l'entrée de Senaya, mais ce serait méchant de lui tirer dessus, on va dire. Il gère mal le 1 contre 1 sur le but, sinon c'est pas catastrophique. Voilà, j'ai pas vraiment de gros flops sur ce match-là, honnêtement. C'est dommage et je voulais revenir. Je crois que c'est Mich qui a mis un message au début ou au milieu de l'émission, qui disait voilà, on fait quand même deux prestations cohérentes et solides contre Marseille, on prend 0 points. C'est pas cher payé, hein, honnêtement, pour les matchs qu'on produit et pour ce qu'on produit dans le jeu, parce qu'on n'a pas été ridicule 2 fois et on prend des buts. Voilà, on prend des buts sur de. Là, c'est un saut de concentration clair. Après 75 minutes de concentration sur les consignes et sur la rigueur défensive, bah, tu finis parfois par te déconcentrer. Là, c'est ce qui est arrivé et donc ça nous a été préjudiciable. Voilà, c'est juste ça que je trouve que serait presque mon flop finalement, à quel point le contenu n'a pas été cher payé. Je dis pas qu'on méritait un nul sur ce match-là, mais la physionomie du match est difficile. Je trouve pour nous, c'est un peu dur de pas ramener un point. En plus, tu vas marquer ensuite pour égaliser, et finalement but hors jeu, enfin but refusé pour une main complètement légitime, hein, mais voilà, tu te dis il y a quand même ce petit truc. Et presque dans les 5-10 dernières minutes, il y avait ce petit truc de se dire bah je sais pas, ils ont envie d'aller de l'avant. Pellissier fait rentrer Rodin aussi, bon voilà. Euh,
Mais Monsieur Sapiens le dit, comme contre Lens, comme contre Paris, comme beaucoup de matchs cette saison, hein, où le contenu est cohérent et le résultat n'y est pas. Donc on commence à s'habituer. C'est le retour des défaites encourageantes. Ça faisait Messieurs, en tout longtemps. cas, et ouais, ça faisait longtemps parce qu'on n'avait pas perdu depuis longtemps quand même. Contre Rennes, c'était pas Mm. encourageant du tout. Ah non, Donc, non, non, là, c'était une cata totale. Bah, C'était. donc après, Rennes, c'était particulier parce qu'on a vraiment eu un gros trou, mais au début du match, c'était pas dégueu. oui, Ouais, les 15 premières minutes sont bonnes et après, ça jusqu'au but. s'enchaîne. Ah ouais, là, on a pris cher Jusqu'au après. but refusé. Après, en 25 minutes, là, on prend complètement l'eau. Mais du coup, la Ah défaite ouais, n'était pas vraiment, vraiment non, encourageante. c'est pas encourageant quand même. Bon, messieurs, merci beaucoup en tout cas pour cette émission. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Du coup, on a pu discuter un peu plus de la GIA. Je vais essayer de veiller à ce qu'on reprenne les émissions à 4 parce que j'aime bien quand même avoir un supporter adverse. Même si là, du coup, l'Iconé a fait un petit peu le supporter hybride. C'était cool. Merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir. Merci dans le chat aussi. Je vois qu'au fil des semaines, il reste de plus en plus les fidèles, on va dire. Mais ça fait plaisir de voir il y a des fidèles. Donc c'est cool. Espérons une petite victoire la semaine prochaine. Peut-être un peu plus de monde. Mais en tout cas, merci à tous dans le chat, c'était vraiment vraiment cool qu'on puisse discuter encore un peu plus de la JA. Bonne fin de soirée à tous, bonne semaine aussi. Et puis on se retrouve lundi prochain, j'espère. Enfin, le week-end prochain, j'ai un week-end un peu chargé. Je pourrais pas aller au match, mais normalement je devrais pouvoir rattraper ça et faire un débrief aussi lundi prochain. Normalement, ça devrait pouvoir se faire. Pour ceux qui ont pris en cours de route, évidemment, l'émission est dispo en rediff sur YouTube et Spotify dès demain matin. Et puis sinon, prenez soin de vous, passez une agréable fin de semaine, une agréable fin de soirée. Merci encore les gars, merci à vous dans le chat. Avec Et allez plaisir, au merci à vert. toi. Et on garde le cap dans cette période un peu difficile. Allez, merci les gars, bonne fin de soirée. Bonne soirée.